Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. La semaine dernière, vous le savez, c'était le deuxième tour des élections présidentielles, une élection présidentielle qui s'est soldée par la réélection d'Emmanuel Macron. Alors, à quoi s'attendre pour ce nouveau mandat? À quoi s'attendre avec les élections législatives? Et puis, bien sûr, que faut-il craindre sur le terrain ukrainien? C'est tout ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, je vous propose de partager, de commenter, cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement de cette vidéo qui, je l'espère, restera en ligne sur YouTube cette semaine. C'est parti. Et pour cette émission, je reçois Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous présente rapidement, même si les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent, précisément aussi parce que vous animez Grand Angle sur TV Liberté. Vous êtes président du Cercle Aristote, essayiste et également éditeur, puisque vous faites de nombreux livres aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors pour commencer, Pierre-Yves Rougeron, est-ce que vous avez été surpris par ce résultat de l'élection présidentielle? Non, bien sûr que non. Le système coalisé, c'était pas c'est le second tour de la présidentielle dans la configuration qu'est le nôtre, c'est une pesée, comme en boxe. Combien pèse le système? Là, le système pèse 58. Bon, c'est-à-dire que la totalité du bloc bourgeois, du bloc d'âge boomer, des castors. Je vais faire une petite astérisque parce qu'à chaque fois, les commentaires après m'injurient parce qu'on a parlé des boomers. Alors, les boomers, c'est pas juste une catégorie d'âge, en fait. C'est aussi une attitude, des convictions. C'est avant tout un état d'esprit relié à, c'est un état d'esprit relié soit à un niveau de revenu, soit à une espérance de niveau de revenu qui vous donne des codes de consommation, une vision du monde. C'est aussi simple que ça. C'est ça, mais c'est pas systématique et il y a évidemment des gens qui arrivent, et puis on a compris, quoi. Surtout, la génération, c'est plus que le nombre d'individus qu'il y avait dans une génération. Bien sûr, voilà, exactement. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais comme à chaque fois j'y ai droit, je préférais qu'on le dise. Vous avez entièrement raison. Donc, le problème, c'est ça, plus évidemment tous les réseaux stipendiés, parce que vous avez les influenceurs et leurs animaux, c'est-à-dire, prenez un exemple, les maires de grandes villes qui font voter pour eux une partie non négligeable de leur clientèle, eh bien tout ça pèse 58%, avec 13% de non-inscrits et 28%, je crois, d'abstention, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a en tout moins d'un électeur sur 3 qui a été de cœur macroniste. Bon, donc Emmanuel Macron recule en volume, recule en valeur par rapport à la dernière fois, parce que maintenant il a un bilan qui a priori ne lève pas les foules. Il n'y a pas eu de sortie de l'abstention ni pour le camp dit populiste, ni pour lui. C'est-à-dire qu'il y a 13 millions de gens pour qui le castorisme n'est pas une religion. Et quand on voit les moyennes d'âge, en dehors de la génération 65 et plus, il n'y a plus de vote veto. Ça n'existe plus. Donc c'était tout à fait prévisible. Évidemment, les sondages ont fait artificiellement monter la candidate challenger comme ils le font à chaque fois, pour ensuite d'autant mieux la battre. Bon, le débat, cette fois-ci, n'a eu quasiment aucun effet, ni d'un côté ni d'un autre, vu qu'il a, enregistré un gel électoral des deux côtés. C'est, grosso modo, le second tour le moins palpitant de la Ve République depuis celui de 2002. Alors, ce qui est fascinant quand même, Pierre-Yves Rougeron, c'est qu'à peine le président élu, de nouveaux sondages sortent. On se rend compte que 55% des Français qui ont été sondés disent que la réélection d'Emmanuel Macron, c'est une mauvaise nouvelle pour la France. Il y a également 64% de Français qui se disent opposés à la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron, qu'on nous a déjà peu ou prou annoncé passer par le 49.3. Donc on se dit, mais pourquoi ces gens-là se sont déplacés pour Emmanuel Macron? Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'était pas écrit dessus. Alors, l'avantage d'Emmanuel Macron, c'est que, comme il est en même temps partout, eh bien, en simultané, il dit toujours la vérité. C'est-à-dire le pire des deux propositions du en même temps. Mais on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron mente tant que ça. Il ment dans la réaction à la réalité. C'est-à-dire qu'il est capable de vous mentir sur l'heure qu'il est, sur le temps qu'il fait. Il a un côté vendeur de chaussons, un cul-de-jatte qui est extraordinaire. Par contre, le problème, c'est que sur ses intentions,
eh bien, il a tendance, comme tous les grands adolescents sociopathiques, à vous dire exactement ce qu'il va faire. Mais là, vous avez eu, premièrement, le discours de Jean-Luc Mélenchon qui vient tard dans l'entre-deux tours. Pourquoi vient-il si tard ? Parce que les études faisaient état d'une abstention beaucoup plus grande des gens de la France insoumise. Et je pense que le discours, qui a pour moi été concocté par Bompard, parce que ce n'est pas une invention de Mélenchon tout seul, de dire, bon, décomplexez-vous, vous pouvez trahir, vous pouvez être des sociotraîtres, il n'y a pas de problème, on le battra aux législatives, élisez-moi Premier ministre, ce qui est un contresens complet de la Ve République. Mélenchon est un homme trop intelligent pour tenir ce discours-là, il n'y croit pas 3 minutes. Parce que ce qui a marqué beaucoup quand même l'après-premier tour de cette présidentielle, c'est le discours de Mélenchon avec des phrases quasi compulsives. Je vous propose qu'on les revoie. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Voilà, je crois que le message pour cette partie a été entendu. Alors cet appel à faire barrage à Marine Le Pen, forcé, exagéré même, je crois qu'on peut le dire. Comment vous le voyez, vous, ça ? C'est assez simple. Jean-Luc Mélenchon a fait l'antithèse de ce qu'il avait fait en 2017. C'est-à-dire qu'il a fait un premier tour fermé. Il serait passé au second tour en 2017, il avait la plateforme pour recueillir des tas de votes d'opposition à Macron, vu comme un néo-strauss-kahnien ou le fils spirituel d'Hollande. J'emploierai pas le mot de Ruffin, mais même si celui-ci est juste, parce qu'on pourrait se faire censurer pour ça, donc non, mais c'est néanmoins pas faux. Or, Mélenchon avait la plateforme populiste capable. D'ailleurs, il aurait eu une part non négligeable d'une partie de ralliement de la classe ouvrière nationale. Là, suite à la prise de pouvoir des hommes de Bompard, on pourrait être très clair, qui est l'actuel député LFI au Parlement européen, c'est-à-dire retour à la ligne Terra Nova et donc, disons, les Sarwell et les Djellaba, donc les centres-villes plus les banlieues, eh bien, vous avez un premier tour fermé, c'est-à-dire que Mélenchon a fait l'union de ce qui reste de la gauche, et il n'aurait pas pu faire mieux au second tour que ça, parce que si il avait appelé l'électorat populiste, quelle que soit sa coloration, son fond de centre-ville de gauche serait passé macroniste immédiatement, et ce n'est pas avec les restes d'Olivier Faure et d'Anne Hidalgo qu'on peut faire quand même une grande force. L'art d'accommoder les restes a des limites en cuisine, donc y compris en cuisine électorale. Donc, en réalité, Jean-Luc Mélenchon suit, disons, le fait d'avoir terminé mitterrandien, c'est-à-dire grosso modo, sa tentation populiste lui est définitivement passée. Ça se voit d'ailleurs dans les retours de gens comme Ruffin qui disent on pourrait aussi quand même s'occuper un peu de la province et là qui se prennent une volée de bois vert de leur propre cadre. Jean-Luc Mélenchon est redevenu l'homme de gauche qu'il avait été, le grassouillet sénateur socialiste qu'il a été pendant longtemps, et il donne son obol à la réélection de la gauche libérale macronienne et va se poser en premier opposant, ce qui va lui faire une fin de carrière, parce que c'est quand même, là on est dans la toute fin du mélenchonisme, qui va être aussi... Enfin, qu'on aura du coup du mal à définir quand même ce fameux mélenchonisme, parce qu'on aura vu toujours ce tiraillement entre les indigénistes, des souverainistes. On se rappelle qu'après 2017, ça s'est soldé par le départ notamment de Georges Kuzmanović, qui incarnait beaucoup plus une ligne souverainiste sociale, on va dire. Et concrètement, 5 ans plus tard, Jean-Luc Mélenchon fait un score encore meilleur. Néanmoins, ces vieux démons et ces tiraillements, il ne les a pas réglés. Non, il ne les a pas réglés parce que, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est un homme de gauche autoritaire.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'enferme dans une part de sa sociologie et de son électorat, quelles que soient ses passions à lui. Parce que bon, lui, c'est quelqu'un qui est assez militariste, il avait encore l'un des meilleurs programmes défense, ce que aucun gauchiste en Sarwell ne souligne, pourtant il devrait être horrifié. Je rappelle quand même que c'est par exemple le candidat qui voulait le plus militariser l'espace, par exemple. Et il connaît ces dossiers-là par cœur. Je vous passe son analyse, qui est d'ailleurs pas mauvaise, de l'affaire ukrainienne, et qu'il a plus assumé que d'autres. Donc, et là encore, le gauchiste en Sarwell qui théoriquement doit faire une descente d'organes, parce que là, Poutine, on est quand même dans le symbole anthropologique si vous voulez, Usul fait un AVC à la 3e ligne. Donc, eh bien, néanmoins, parce que c'était l'union de la gauche, ces gens-là ont fait semblant de ne rien entendre, et malheureusement, Jean-Luc Mélenchon enterre sa tentation populiste, parce que je pense que de toute façon, ça demande une telle force, particulièrement sur un dossier qui est le dossier migratoire, qu'il n'aurait jamais osé l'ouvrir. C'était d'ailleurs le seul dossier qui lui manquait en 2017 et ses équipes de l'époque... Vers lequel il avançait un petit peu d'ailleurs. On se rappelle que le discours de Marseille... Bien sûr, vers lequel il avançait, mais voilà, malheureusement, je pense qu'il y a aussi un phénomène tout simplement de vieillissement de l'homme, c'est-à-dire qu'à un moment... quand on arrête de vouloir se renouveler, eh bien, il y a votre passé qui revient. Et donc, pour certains, c'est le retour à droite toute. Pour d'autres, c'est le gauchiste que vous étiez à 20 ans qui vous revient. Et malheureusement, Mélenchon est trop intelligent pour supporter toutes les bêtises qu'il doit entendre à longueur de journée, entre autres de la part du camp indigéniste. Mais je pense que c'est la fin de carrière d'un homme. Et malheureusement, Jean-Pierre Chevènement est là pour en témoigner, c'est que parfois, la vieillesse peut être un naufrage. Alors, on a vu sa dernière sortie pour faire un coup de com' pour les législatives. Élysée, moi, Premier ministre. Donc, on a compris ce que ça voulait dire. C'est Élysée, faites en sorte qu'on gagne les élections législatives. Comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est possible, arithmétiquement parlant ? Est-ce que, en gros, et pardonnez-moi, ma question va être en 2 étages, mais on se rappelle qu'en 2017, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, c'était un vrai plébiscite pour les candidats marcheurs qui sortaient de nulle part, qu'on ne connaissait pas, qui pour la plupart étaient quand même objectivement relativement incompétents, et ils avaient réussi 308 sièges sur 577, donc une majorité absolue explosée. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même situation ? Ce qui serait quand même très inquiétant d'avoir un Emmanuel Macron sans contre-pouvoir pour un 2e mandat où il aurait pu aglaner 3e en théorie. En théorie, oui. Ou est-ce qu'on peut s'attendre au contraire justement à avoir une grosse force politique dans l'Assemblée nationale pour réussir à lui mettre des bâtons dans les roues ? Alors, je pense qu'il y a 2 scénarios. Le premier, c'est l'effondrement total des forces d'opposition. C'est déjà en cours dans une part de l'opposition nationale qui est en train de se tirer des haies dans les pattes. Et je le rappelle, pour nos téléspectateurs, pour passer au second tour et faire une triangulaire, parce que là, il y a l'avantage d'une segmentation en 3 de l'électorat qui laisserait présager des triangulaires. Et les triangulaires sont le meilleur moyen de contrer le régime macroniste. Mais encore faut-il que triangulaire, il y ait. Or, les triangulaires, c'est 12,5% des inscrits. Eh bien, quand vous n'arrivez pas à unir votre camp, eh bien, la multiplication des candidats va vous coûter les déciles nécessaires pour arriver à 12,5. Et donc, il n'y aura pas de triangulaire, vous ne serez pas au second tour. D'ailleurs, on voit que si les législatives avaient été, si ça avait été des législatives au premier tour de la présidentielle, concrètement, il n'y a que 3 candidats qui auraient pu passer le 2e tour. Tout à fait. Personne n'a fait plus de 10. Personne n'a fait. Or, Mélenchon est en train de faire un accord, mais attention. Le flotteur gauche de la Macronie est en train de s'organiser. C'est pour ça qu'on a ressorti Flamby, le président Hollande. C'est pour ça qu'on fait témoigner bien sympathiquement une partie de ELV qui est totalement anti-Mélenchon. Alors que M. Jadot, lui, est en train de négocier sa place, mais pas dans une liste mélenchoniste. Il est en train de négocier sa place avec Emmanuel Macron depuis des mois. Donc, le système... Il aura fait d'ailleurs une campagne remarquable, Yannick Jadot. Disons que Yannick Jadot, n'oubliez pas, est quelqu'un qui vient des ONG environnementales
et du Parlement européen. C'est-à-dire que lui, il n'y a que la gouvernance mondiale qui l'intéresse. La politique à serrer les paluches, ça ne l'intéresse pas. Et d'ailleurs, il a eu au moins la décence de ne pas faire semblant. Oui, parce que ça s'est vu. Mais l'influence et le lobbying étranger, ça lui pose pas de problème. On essaye de bloquer le flotteur Mélenchon parce que, comme Mélenchon, c'est pas qu'il va faire l'union de la gauche, c'est qu'il va accommoder les restes. Parce que maintenant, la gauche, c'est lui. Pour un temps, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de tenir l'attelage et que ces hommes s'entretuent, parce que d'ores et déjà, dans les coursifs, ça s'entretue. Il suffit de tendre l'oreille sur ce qui paraît sur Quatennens, sur ce qui paraît sur Ruffin et sur ce qui paraît sur Corbière. Donc ça va mal se passer entre les indigénistes et ceux qui ne le sont pas. Ça commence déjà à mal se passer. Or, le problème, c'est que, mis à part lui, ceux qui risquent de se maintenir, c'est la force restante des Républicains. Pour une raison. Nicolas Sarkozy a négocié son ralliement en échange peut-être, je ne sais pas, d'une faveur par rapport à son statut judiciaire peu enviable. Il a négocié avec M. Solaire le transfert d'une partie de transfuges et de multitransfuges des Républicains. Mais il va rester une base des Républicains qui va reprendre les réseaux locaux. Il ne faut pas oublier que les deux partis, l'ancien Parti socialiste et les Républicains, meurent de la même manière, mais avec des années d'écart. D'abord, ce sont des partis qui perdent la superstructure nationale, donc ce ne sont plus des partis d'énarques, ils deviennent des partis d'hierarques, instituts régionaux d'administration, ils s'enquistent dans soit les conseils régionaux, soit les conseils départementaux, où là vous êtes quand même près des réseaux locaux, comices agricoles, etc., associations locaux, et ce qui fait quand même une part non négligeable du pouvoir de la province. Bien sûr. Or, pour le PS, la descente d'organes est déjà faite. Ça se termine à Hidalgo, donc je pense que... Même son fils n'a pas voté pour elle. Même son fils n'a pas voté pour elle. Monsieur Olivier Faure a quand même réuni le Parti socialiste en plénière, donc dans son bureau, et il leur a dit ceux qui ne sont pas contents sortez. Donc il y en a eu 2 qui sont restés, 3 qui sont sortis. Enfin voilà, bon, c'est terrible pour le parti de Jaurès, hein. Mais ça se termine vraiment en huis clos familial un peu tristouné. Et de l'autre côté, il ne peut pas prendre plus que la tendance, disons, il ne va pas prendre plus que la tendance, disons, indigéniste, Sandrine Rousseau, si vous préférez. Donc, tous ces gens-là vont avoir un bloc de gauche. Le bloc de droite, lui, va tenir, je pense, peut tenir en tout cas, ces blocs régionaux et ces blocs de province. Reste la question du camp national qui, à mon avis, de toute façon, entre 3 forces, va s'affronter et va se neutraliser. Le problème, c'est qu'il faut bien être conscient. Les Républicains partent à 100 députés, de base. Monsieur Mélenchon, qui vise les 280, je rappelle qu'il faut plus de 280 pour pouvoir embêter Emmanuel Macron. Il part de 17, et le Rassemblement national part, il n'avait même pas de groupe, je crois, c'est Monsieur Rassemblement. Donc, soit tous ces réseaux-là arrivent à s'organiser, et ça fait une force de résistance modérée, parce que je rappelle quand même que la présence de tous ces gens-là à l'Assemblée n'a, sur les restrictions de liberté publique par exemple, pas fait grand-chose. Je le rappelle. Oui, mais on pourrait vous opposer qu'effectivement, mais il y avait une large majorité en faveur de la présidence. Oui, du mais président. là, pour le coup, Emmanuel Macron peut être face. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, Macron plus allié écrase tout le monde. Mais Emmanuel Macron a une cohabitation quand même, mais une cohabitation interne. Je m'explique. Emmanuel Macron gagne, mais sa majorité de marcheurs est divisée entre les hommes de la garde, les hommes de Bayrou, est divisée entre tous les ralliés. Oui, bien sûr. Et là, c'est une forme de cohabitation. D'ailleurs, c'est ce que Sarkozy a eu la bêtise de dire dans la presse, rappelez-vous, il y a 1 mois et demi. Je choisirai le Premier ministre. Alors, il est vrai que le nain Magyar se rehausse des talonnettes. Ça, on est assez habitué parce que c'est une des marques de fabrique du personnage. Mais néanmoins, Emmanuel Macron peut avoir une majorité beaucoup plus friable que celle de la première sociologie En Marche, qui, elle, a en partie disparu. Rappelez-vous ce qu'est la sociologie En Marche. Des gagnants au loto incompétents, l'énarchie de droite Juppéenne, dont la fine fleur est Édouard Philippe, et la nuit des seconds couteaux du Parti socialiste.
Ces trois sociologies, elles sont toujours là, mais elles sont devenues en partie évanescentes autour du président. Et c'est pour ça qu'il a besoin de Jadot, c'est pour ça qu'il a besoin d'aller racler les fonds de l'ancien PS libéral, et c'est pour ça qu'il a besoin de Sarkozy. Parce que Sarkozy, qui s'y prête. Voilà, et qui bien sûr s'y prête. Donc voilà les deux scénarios vers lesquels on va. Soit un triomphe en trompe-l'œil de Macron, soit une résistance modérée de toutes les forces coalisées si elles arrivent à penser intelligemment et à utiliser l'antimacronisme qui est vraiment un facteur structurant de l'opinion. Mais dans les deux cas, ça se passera de manière extra-parlementaire à la fin. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est la concorde civile qui sera atteinte. Soit parce que Macron sera trop dominant et comme il ne pourra pas retenir sa morgue, parce que c'est un des traits du personnage, il va remettre les gens dans la rue de colère, et aussi pour des faits structurels, inflation et autres. Soit le fait de devoir... est-ce que vous vous rendez compte que si la majorité présidentielle devient une cohabitation entre ralliés, ça veut dire que l'État français va être une vaste négociation où la voix de François Bayrou va compter. Or, un monde où la voix de François Bayrou compte est un naufrage. C'est mécanique. Or, soit par incompétence, soit par morgue, dans les deux cas, nous allons vers un blocage institutionnel. Alors, je vous propose, Pierre-Yves, de clôturer cette première partie d'émission sur la politique intérieure, la politique française, et de passer un peu à la politique internationale, puisque, évidemment, Emmanuel Macron est très fier de rappeler qu'il n'est pas uniquement le président de la France réélu pour 5 ans, il est aussi le président de l'Union européenne. Alors, c'est pas tout à fait exact, d'ailleurs, c'est mini, etc., etc. On l'a déjà dit dans cette émission. Ce statut, il en a usé pour aller voir Vladimir Poutine il y a quelque temps pour essayer de solutionner le conflit ukrainien. Ça n'a pas très bien fonctionné, on a pu s'en rendre compte. Aujourd'hui, on a le sentiment... Alors, on ne sait pas si c'est une corrélation ou si, tout simplement, c'est une convergence de chronologie, mais toujours est-il que depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, c'est-à-dire il y a à peine une semaine, on a le sentiment que l'UE s'engage encore plus aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que c'est le but de l'esprit ? Non, c'est que l'UE préparait des engagements et elle n'a pas voulu les rendre. Parce que tout se gère au niveau de la Commission européenne. Je pense que quelqu'un qui, je pense, est beaucoup revenu d'un européisme d'antan, qui est l'ancien sénateur Pozzo di Borgo, quand il dit « tout passe par la Commission européenne », je ne l'aurais pas cru, il a écrit sur Twitter il y a 2 jours, eh bien, nous le savions. Mais la Commission européenne, parce que Macron est là, d'ailleurs ça s'est vu que Scholz, l'Espagnol, le Portugais sont venus à son secours, Emmanuel Macron est l'assurance de la destruction de la France par l'UE. Il ne faut jamais oublier que c'est la destruction de la France qui va payer le tout, parce que c'est la France qui paye pour tout ça. Donc, d'ailleurs, sur l'Ukraine, c'est elle qui envoie le plus d'équipements. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il ne fallait pas déstabiliser Macron en jouant les matamors encore plus dans les dernières semaines. Maintenant, open bar. Donc, l'Union européenne pense, et d'un côté, elle joue sa survie. Si vous voulez, l'Union européenne vit par la peur depuis des décennies maintenant. Elle a un problème démocratique depuis des décennies, elle a un problème de légitimité depuis des décennies. Vous avez des peuples qui viennent d'entrer où il y a déjà une tendance eurosceptique très lourde, je pense aux Croates, parce qu'ils se sont rendus compte de ce que ça va leur coûter d'un point de vue culturel et d'un point de vue migratoire, etc. Donc, la seule chose que l'UE, pour se maintenir, c'est le délire de l'ennemi extérieur. Et donc, Poutine a toutes les sauces. Et demain, les Chinois, si nécessaire. Mais Poutine, c'est mieux parce que c'est plus près. Donc... ça se discute, comme... Comment non, mais surtout, le symbole du russe est beaucoup plus utilisable immédiatement. Il y a une large partie des peuples européens qui n'ont eu quasiment aucun rapport avec l'Extrême-Orient et d'autres qui ont eu des rapports plutôt positifs. Si vous voulez, il y a quand même une asiatophilie dans toute une partie de l'Europe de l'Ouest. Or, alors que le russe, c'est la carte, c'est une peur de 1000 ans, comme disait Guy Métan. Vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Il mange les enfants avec la béarnaise, c'est un plouc. Il est alcoolique, évidemment. Il est alcoolique, etc. Moi, si vous voulez, prenez un exemple. Nous, on est les traducteurs des œuvres de Vladimir Poutine en France. Première réaction des journalistes français, Vladimir Poutine sait écrire. Non, mais on est à ce niveau-là. On est à ce niveau-là, il ne faut pas aller plus loin. Or,
Le problème, c'est que l'UE veut utiliser, parce que premièrement, ça lui permet enfin de mettre la main sur les deux seules forces militaires réelles, enfin les trois qui restent dans le continent, qui sont d'abord la France, un peu la Pologne, un peu l'Espagne. L'armée italienne n'est pas en état, quant au reste, ça ne vaut pas la peine d'être souligné. Or, le problème, ça lui permet de enfin bâillonner ses ennemis, vos collègues de RT Sputnik, qui, je le rappelle, ont été bâillonnés illégalement. Von der Leyen n'a aucune base textuelle pour ça. Aucune. Et ça permet... Emmanuel Macron n'a rien empêché, et en l'occurrence, il s'est aussi ému de la fermeture d'autres chaînes de télévision en Russie. Oui, mais ça, c'est toujours le deux poids, deux mesures occidentales qui va finir par leur coûter très cher. Or, Emmanuel Macron, comme d'ailleurs tous les Européens de l'Ouest, sans que l'Europe de l'Ouest ait un seul intérêt là-dedans. Vous savez, de toutes les puissances présentes sur sol en Ukraine, il y en a qui ont des vrais intérêts. La Turquie en a, l'Angleterre en a, les États-Unis en ont. Les deux seuls qui en surajoutent et qui n'en ont pas, c'est la France et l'Allemagne. Ça ne les empêche pas de mettre au pot commun. Alors Emmanuel Macron, lui, veut sauver l'UE à tout prix par l'ennemi extérieur. Il ira jusqu'à détruire les intérêts stratégiques français, c'est déjà fait, oui. Mais jusqu'à la mise sous tension du continent. Et le pire, c'est que pour des intérêts, quand on voit que le peu d'empressement, même de quelqu'un comme Biden, qui dit bon, on va vous envoyer du fric, mais comptez plus trop sur nous, quoi. On va vous envoyer du blé, on va vous envoyer à la rigueur nos surplus militaires et quelques instructeurs. Mais si vous pensez qu'on va envoyer les boys face au Popov, vous rêvez doucement. Donc le problème, c'est que Emmanuel Macron doit à tout prix vendre l'Europe par la trouille, et d'ailleurs il a été choisi par une partie de l'eurocratie, parce que c'est lui qui maîtrise le mieux les canaux de la peur. Après tout, qu'a fait Emmanuel Macron, mis à part faire peur, depuis qu'il est là ? Avant c'était le Covid, maintenant c'est le Popov. Ce sera autre chose en 3 mois. Peut-être même un retour du Covid, qui sait. Peut-être les deux en même temps. Ou peut-être les deux en même temps. Donc, voilà où nous en sommes. On ne se rend pas compte que là, on est dans une situation géopolitique qu'on appelle une situation de somnambule. C'est-à-dire que, comme les Européens ont quitté l'histoire, pour eux, tout ça, c'est du verbe. Tout ça, c'est de la com. Le problème, c'est qu'une balle perdue, ça peut arriver à tout le monde. Et de coup de gueule en coup de gueule, à un moment, on va vers une théorie de l'escalade militaire. Parce qu'en face, on a affaire à la Russie, qui est une puissance, elle, sérieuse. Alors, on ne peut pas parler des conséquences de ce conflit sans parler de la question économique. Je vous propose de revoir quelques propos d'un ministre que vous appréciez tout particulièrement, Bruno Le Maire. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie ou à Vladimir Poutine ? À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Alors ça fait presque 2 mois que Bruno Le Maire a tenu ses propos. 2 mois plus tard, concrètement, on en est où de ces sanctions ? Quelles sont leur efficacité sur la Russie ? Alors, premièrement, je tiens à dire qu'à chaque fois, alors je ne sais pas si c'est comme moi, mais à chaque fois que je revois ces images, je comprends maintenant le slogan de la primaire républicain, quand il n'avait pas encore trahi, qui était Bruno le renouveau. Parce qu'il y a une sorte de renouvellement rafraîchissant de la bêtise. À chaque fois qu'on voit ces images, elles m'apparaissent encore plus débiles que la première fois. Et je pense que j'ai enfin décelé l'aspect renouveau qu'il y a dans Bruno Le Maire. J'y ai mis longtemps, ça fait des années que je cherche, et je vous remercie parce que là, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Or, premièrement, je tiens à dire que c'est régressif. Est-ce qu'on se rend compte que c'est la France qui a donné les règles de la diplomatie moderne au monde ? Il menace un chef d'État en exercice, il menace son pays, il menace son peuple. Et le peuple de l'autre pays, en l'occurrence. Si vous voulez, ce sont des mœurs régressives. Théoriquement, on a fait la Charte des Nations Unies à cause de gens qui avaient fait régresser les codes internationaux dans les années 30 de la même manière. Et il y a un aspect de nain agressif. Et si vous voulez, malheureusement, les guerres mondiales commencent sur ce genre hors d'excité. Parce que quand on va voir la réalité chiffrée, eh bien la réalité chiffrée, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui commence un développement séparé du monde en développement par rapport à nous, qui était déjà en gestation
depuis des années, par la dédollarisation, par les canaux autonomes de financement. C'est-à-dire que le monde ne veut plus de la folie de l'Occident. Et moi, le thème de la géopolitique à venir, c'est pas l'isolement de Poutine, certainement pas. C'est l'isolement occidental. Est-ce qu'on se rend compte que, mis à part de petits États que nous nous permettons de menacer pour qu'ils nous suivent, je vous renvoie aux beans que les États-Unis font sur les îles Salomon en ce moment parce qu'une base chinoise pourrait y aller. C'est-à-dire que maintenant, la première armée du monde menace les îles Salomon. Enfin, si vous voulez, on est vraiment c'est du mauvais Tex Avery. Or, le problème, c'est que nous rendons pas compte que les pays occidentaux, l'ancien G7, est en déclin cognitif constant, nombre de brevets, déclin économique constant, déclin démographique constant, et je ne me permettrai pas de dire décadence anthropologique et constante. Mais j'en pense pas moins. Donc, à un moment... Ça va avec, d'ailleurs. Ça va totalement avec. Or, est-ce qu'on se rend compte que tous ces pays-là, la Russie, la Chine, y compris l'Inde, parce que nous on attendait que l'Inde vienne mendier dans notre main alors qu'elle n'en a absolument aucune envie, et qu'elle va jouer sur tous les tableaux, et c'est normal, et que même des pays qui sont théoriquement du bloc occidental, la Turquie et Israël, jouent sur tous les deux tableaux, ce qui leur permet d'être respectés, ce que nous ne sommes plus. Or, est-ce qu'on se rend compte qu'on se dirige vers le mur de l'Ouest, l'hospice occidental? C'est-à-dire que Solzhenitsyn avait raison. Quand Solzhenitsyn disait « les dissidents du XXe sont passés de l'Est à l'Ouest, les dissidents du XXIe siècle feront le chemin inverse ». Nous en sommes là. Toute une partie du monde a décidé « écoutez, on ne veut pas vous affronter, venez plus nous chercher. Nous allons nous développer à part de vous, parce que votre folie, nous n'en voulons plus. Nous avons payé pour vous en 2008, nous avons payé vos destructions au Moyen-Orient, nous payons les révolutions de couleur que vous faites. Là, l'Ukraine est une leçon pour l'ensemble des pays en développement. Ce que nous avons fait pour la Russie, entre autres, le vol des réserves de change, fait que l'Union européenne, qui avait deux forces, sa puissance commerciale, ce qui n'est pas une puissance, vous additionnez des pays vieux et riches qui ont des potentiels de consommation. Si vous appelez ça puissance, tant mieux. Mais moi, j'appelle ça juste photographie à instant T. Il n'y a aucune dynamique là-dedans. Mais c'était ça, plus le fait d'être la deuxième, théoriquement, monnaie monde, la deuxième grande monnaie. Mais toute personne qui a lu, entre autres, Norman Palma, sait très bien que l'euro, les Américains l'ont voulu, souhaité, appelé de leurs désirs et de leurs espoirs, pour pouvoir avoir un numéro 2 utilisable, pour ne pas avoir à avoir une vraie réflexion sur le système monétaire international. Or, maintenant, le pis-aller qui était l'euro pour la domination du dollar est mort, parce que plus personne ne pariera sur l'euro comme monnaie de réserve, et la puissance commerciale, vous rendez-vous compte que maintenant, plus aucun contrat international ne pourra être signé entre les Européens et quelconque pays, parce que le pays va se dire « Juste une seconde, on est d'accord que c'est un contrat d'égal à égal. Réponse des Européens. Ah bah oui, mais si vous respectez nos valeurs. Je dis, oui, mais vos valeurs, c'est quoi au fait? Et là, on va maintenant ou demain. On va étaler les valeurs européennes qui sont toujours, disons, en extension. Avant, c'était le pourtoussisme, et maintenant, ça va être, qui sait, l'élargissement au pourtoussisme, je ne sais pas, les animaux, n'importe qui. L'Europe est pleine, à ce niveau-là, l'Europe est encore pleine de créativité. Et vous imaginez que tous ces pays-là vont dire, attendez, si je fais un contrat avec vous, ma politique extérieure et ma politique intérieure passent sous votre regard? Ah non. Moi, j'ai été décolonisé, moi, monsieur. Non. C'est terminé. Tintin au Congo, c'est fini. Or, le problème, c'est que là, nous sommes en plein délire sénile. Je ne parle pas uniquement pour Biden, ce serait trop facile. Mais on est en plein délire sénile. C'est relativement discret, d'ailleurs, mis à part cette demande-là du Congrès, on l'entend plus beaucoup. Lui, au moins, il a deux grands intérêts. Le basculement agricole des pays occidentaux vers le grand grenier que sont les États-Unis à cause de leur bio-ingénierie agricole, et deuxièmement de maintenir si vous voulez, le prix de l'énergie suffisamment cher, parce que sinon le gaz de schiste américain est invendable. Bon, lui, il a les deux, il est content. Il refait exactement, à un peu plus cher, je vous l'accorde, mais il refait la même opération que Clinton dans les Balkans. Il a mis un fossé de sang au cœur des États européens pour ensuite, grâce à l'Allemagne ou d'autres et aux pays de l'Est, pour pouvoir garder l'Europe captive, parce que c'est la dernière part
espèrent les Américains avec la doctrine Monroe, donc avec l'Amérique latine, qui restera de l'Empire américain. Tout simplement, Biden se replie, mis à part qu'au lieu de se replier avec des alliés, ce que voulait Trump, lui se replie avec des laquais. Bon impérialiste démocrate classique. Mais là, les Européens sont en train de s'isoler du monde de manière définitive, c'est-à-dire qu'en plus d'être vus comme décadents, ils sont vus comme dangereux. Et vous voyez que les deux seuls piliers qui restaient, le commerce et la monnaie, on les a flingués tous les deux en 3 mois. Une grande réussite. Merci Bruno. Alors, on s'est rendu compte donc que cette semaine, la Russie a cessé d'approvisionner le gaz aussi bien à la Pologne qu'à la Bulgarie. Ils avaient qu'à le payer. Comment ? Ils avaient qu'à le payer. Alors justement, en réponse au fait qu'ils livrent des armes à l'Ukraine, plus ou moins directement pour ce qui concerne la Bulgarie, puisqu'elle passe par des canaux un peu complexes, toujours est-il que c'est pas qu'ils ne voulaient pas payer, c'est qu'ils ne voulaient pas payer en roubles en tous les cas. C'est la règle que la Russie a décidé d'imposer, mais c'est une règle qu'elle a décidé d'imposer en réponse aux sanctions économiques de l'Union européenne, puisque sinon, l'objectif des sanctions économiques, évidemment, c'était de faire tomber le rouble. Bah, évidemment, mais le problème... Et c'est là où il y a quelque chose, Élise, qui est terrifiant dans la pensée occidentale. Je vais vous donner un exemple, moitié d'éditeur. Un des 10 économistes les plus puissants au monde, c'est Sergueï Gilaziev. L'homme qui a détruit le système de sanctions occidentales parce que ce sont ses élèves et lui qui ont fait le programme de contre-mesure de la Russie. Aucun des livres de Sergueï Gilaziev n'a été traduit en France. Parce qu'on ne peut pas accepter... les Popov, hein. Oui, voilà. Et Karamba, encore raté. Or, il faut être très clair que... Prenez les deux problèmes de la guerre d'Ukraine, le problème militaire, le problème économique. Sur le dossier de la guerre économique, l'Occident a perdu dans toutes les grandes largeurs. Toutes les grandes largeurs. Et depuis 2014, hein, d'ailleurs. Et depuis 2014. Or, pourquoi ? Parce que déjà, s'ils avaient eu une once d'histoire longue, et pourtant, ce n'est pas les grands historiens sur la Russie qui manquent. En France, on a Len Karadankos, on a Jacques Sapir, à l'échelle internationale, on avait Moshe Lewin. Bon, on manque pas, hein. Les Russes sont un peuple qui se modernise par coups. C'est-à-dire, plus on leur tape dessus, plus ils se modernisent vite. C'est toute leur histoire. Les Russes, c'est quand on les laisse en paix, où ils ont une tendance, disons, à leur développement ralenti. Par contre, quand vous leur tapez dessus, très très mauvais plan. Et ça s'est vu dans les sanctions économiques. On avait déjà raté la vague de 2014. Là, on a raté, mais dans des proportions dantesques. Plus l'emphase verbale insupportable, on va vous mettre à genoux, etc. Mais la Russie, ce n'est jamais que le PIB de l'Espagne. Déjà, c'est très gentil pour nos voisins espagnols, déjà et d'une. Et deuxièmement, un PIB qui est fait avec une part de toutes les énergies rares du monde. Eh bien, ça peut être le PIB de l'Espagne, mais mieux vaut avoir le PIB de l'Espagne en énergie que le PIB de la France avec Bruno, comme matière exportatrice. D'ailleurs, si quelqu'un veut nous l'acheter... oui, il va être bientôt disponible. Il va être bientôt disponible. Mais, vous voyez, nous avons raté la guerre économique. Quant à la guerre militaire, je tiens à le dire, nous avons fait un plan qui est atroce, c'est-à-dire que nous avons dit aux soldats ukrainiens de première ligne, je mets les ukro-nazis à part, parce que eux d'un côté ils sont là pour leur sort et ils accepteront leur sort ou ils l'accepteront pas, mais ils l'ont en partie mérité. Mais je parle du soldat. Ils l'auront choisi. Ils l'auront choisi. Je parle du soldat ukrainien de première ligne qui lui, son pays est attaqué, donc il y va. C'est normal, c'est un soldat. Vous vous rendez compte ce qu'on a vendu stratégiquement à Zelensky et que Zelensky a osé vendre à ses hommes ? On leur a dit, vous savez pas manœuvrer. Cela dit, on a aussi vendu les Zelensky. Oui, là aussi, oui. C'est pas faux. Vous savez pas manœuvrer comme armée. Bon, eh ben on va vous mettre dans des trous avec des armes de plus en plus grosses, comme ça vous ferez des trous dans les trucs des Popov, et vous inquiétez pas, vous n'aurez pas longtemps à y rester, Bruno le Renouveau va liquider l'économie russe. Et maintenant 3 mois. Déjà. 3 mois, et ils vont être écrasés, et pour la plupart, ils ne resteront en vie que par la mansuétude de Vladimir Poutine, parce que nous avons fait une guerre de proxy, typée vraiment des guerres des démocrates. C'était la spécialité d'Obama qui, ça ne vous a pas échappé, revient en force en ce moment parce que l'autre est dans ses couches, donc d'un côté on ne peut pas être partout. Il met de la paix. Puis, il a bien mérité d'ailleurs. Non, mais au moins ça, il a quand même tué 4 millions de gens, c'est quand même le minimum. Or, Donald aurait pu faire un effort, il l'aurait eu aussi, mais vous vous rendez compte que là on a refait une guerre de proxy. Et alors que la guerre de proxy, ça marche plus.
Ça s'est effondré dans le ciel syrien, rappelez-vous. Vous vous rappelez ? Quand Obama n'y est pas allé et qu'il n'y a eu que Guimauve le Conquérant, notre flamby national, qui a voulu y aller, qui quand même s'est ravisé. Eh bien là, c'est pareil. C'est la dernière guerre de proxy de l'Occident. Nous allons envoyer ces pauvres gens à la mort. Ratage militaire, ratage de guerre économique. Alors, pour des gens qui ont vraiment du mal à se sortir de leur complexe colonial, je pense que là, on va vraiment devoir avoir une grosse réflexion, parce que la défaite de l'Occident, le monde entier a les yeux rivés sur Kiev, mais pas de notre côté, de l'autre. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron pour cette description toujours réjouissante à chaque fois que vous venez. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Comme toujours, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas d'ores et déjà fait, n'oubliez pas qu'il faut commenter, partager et cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo en attendant de se retrouver la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à tous.